Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 23 h. Ce soir, dans l'actualité, le projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro vient d'être lancé. Mis en œuvre par le CIAPOL, la cérémonie a réuni un parterre de personnalités dont le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. Des lacs dont la réhabilitation s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne. Le ministre des Eaux et Forêts est en tournée de sensibilisation au reboisement par objectif. San Pedro Laurent Tchagba a exhorté ses collaborateurs à relever les nombreux défis qui attendent le ministère, dont le plus urgent est d'atteindre 6 millions d'hectares de forêt d'ici à 2030. Puis, à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré samedi la 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes. Cette année, la célébration officielle s'est tenue dans la ville de Daloa. Le choix de cette localité se justifie par son statut de ville de départ pour la migration clandestine. Voilà pour les titres. Direction Yamoussoukro pour démarrer ce journal. Dans la capitale politique ivoirienne, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, a procédé au lancement du projet de réhabilitation des lacs. Ce sont au total 13 étangs envahis par des végétaux aquatiques et un ensablement sans précédent qui vont être traités. Les travaux vont durer 12 mois. Kader Sogodogo. Un projet vient de voir le jour, celui de la réhabilitation des lacs de Yamoussoukro. Pour l'exécution de ce projet, l'État a confié la coordination au ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le Centre ivoirien anti-pollution. Le CIAPOL est donc la structure technique nationale chargée d'exécuter ce projet. Les choses vont aller vite et bien. Nous sommes à 70% de l'exécution de la base vie. Nous terminons la base vie cette semaine. Nous démarrons après les fêtes de l'indépendance et nous avons parti 12 mois pour pouvoir terminer les travaux. Une bouffée d'oxygène pour Yamoussoukro. Notre patron à nous tous, notre président bien-aimé, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a accepté que le gouvernement prenne en charge le financement de l'opération. Je voudrais donc demander à M. le ministre de l'Environnement d'être notre porte-voix, nous les populations de Yamoussoukro, pour adresser nos sincères remerciements à son Excellence M. le Président de la République et notre infinie gratitude. Présent pour le lancement des travaux, le ministre Jean-Luc Assy rassure quant à l'engagement du gouvernement d'œuvrer pour le rayonnement de Yamoussoukro. L'État conscient de son rôle de garantir donc un environnement sain entend renforcer ses actions d'envergure pour la restauration des lacs de Yamoussoukro afin de donner à cette belle cité son attrait d'antan. Ces actions sont financées exclusivement par l'État de Côte d'Ivoire. Avec le projet de réhabilitation des 13 lacs de Yamoussoukro, c'est un maillon essentiel du circuit touristique qui sera intégré. Yamoussoukro, ses lacs et ses caïmans auront désormais droit de cité. Autour de la forêt, de la faune et des ressources en eau, le ministre Laurent Tchagba ne relâche pas la sensibilisation. Présent à San Pedro, où il a passé 48 heures, il a multiplié les séances de travail avec ses collaborateurs du GOR de la Nawa et du Boclet. Il s'agit pour le nouveau patron des eaux et forêts de s'imprégner des conditions de travail des différentes directions régionales. Laurent Tchagba a profité de son séjour pour procéder à une série de plantings d'arbres. Sam Conan. Après Abidjan, Korogo et Man, c'était au tour de San Pedro d'accueillir la délégation conduite par le ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba a eu une séance de travail avec ses collaborateurs. Cette visite de travail de M. le ministre, il est venu sur le terrain pour s'imprégner de nos réalités. Et nous avons dit à M. le ministre que nous nous engageons à l'accompagner. Déjà à Soubré, nous avons eu une pépinière de 860 000 plants. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, parrain de l'étape de San Pedro, le district autonome du Bassa-Sandra, autrefois grande zone forestière, veut recouvrer son couvert forestier. Restaurer et préserver nos forêts et nos eaux, c'est assurer une vie de qualité pour nos populations et des générations futures. Telle est la vision prospective du district autonome du Bassa-Sandra
Au terme du séminaire, le ministre Laurent Tchagba s'est adressé à ses collaborateurs. J'ai instruit la directrice de cabinet à l'effet d'élaborer un plan d'action prioritaire que nous allons mettre à votre disposition pour vous permettre de travailler efficacement dorénavant. Joignant l'acte à la parole, le premier responsable des eaux et forêts est allé planter un arbre dans la forêt classée de Rapide Gras. Utilisation et abus de la technologie, c'est le thème de la 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre la traite des humains. À Daloa, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a sensibilisé le public sur les dangers et l'usage abusif des réseaux sociaux. C'est Forazegui. L'utilisation abusive de la technologie au cœur de la 10e édition de la Journée internationale de lutte contre la traite des humains à Daloa. Le choix de cette ville n'est pas fortuit. En effet, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Daloa est la deuxième ville de départ des migrants après Abidjan. Pour Alejandro Rabiossi, directeur du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans le golfe de Guinée, cela montre l'ampleur du phénomène dans la région du Haut-Sassandra. Il appelle au renforcement de la mise en œuvre des interventions. Depuis 2019, ces projets soutiennent les autorités ivoiriennes à travers plusieurs interventions, dans le but de renforcer la leadership des acteurs institutionnels, les capacités des acteurs de la chaîne pénale, la protection des victimes, des traites des personnes et la coopération au niveau de la sous-région. À Daloa, Miss Belmont Dogo sensibilise les populations sur la nécessité de faire attention à l'usage des réseaux sociaux. Ne livrons pas nos enfants à l'exploitation à des fins économiques. Ne livrons pas nos enfants à l'exploitation sexuelle. Ne livrons pas nos enfants au travail forcé. Bien que les plateformes des médias sociaux soient un excellent moyen de maintenir le contact avec ses amis et sa famille, elles sont également de plus en plus utilisées par les trafiquants et autres prédateurs sexuels pour attirer et recruter des jeunes en vue de les contraindre à se livrer à des actes ou services sexuels. À travers cette célébration, Miss Belmont Dogo réaffirme l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'élimination de la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, une cellule régionale de lutte contre la traite des personnes dans le Haut-Sassandra a été installée. Cette cellule sera pilotée par le préfet de région. Autre célébration, celle de la Journée internationale de la famille qui a été commémorée samedi dans le village d'Anono. À l'occasion, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a appelé la population à l'amour, à l'union et surtout à plus de responsabilités pour maintenir les enfants dans le cocon familial. Michel Mambo. Anono. Le village a été choisi pour abriter l'édition 2022 de la Journée internationale de la famille et les populations sont sorties nombreuses. C'est pour elles l'occasion d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, mais également à la première dame, Dominique Ouattara, pour ses multiples actions en faveur des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour son implication dans l'amélioration de la condition de vie des familles, des femmes et des enfants. En témoigne notamment le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Le lieu également de faire quelques doléances, au nombre desquelles la construction d'une unité de transformation de manioc, d'un lycée moderne et le bitumage des rues du village. Et qui, mieux qu'une fille du village pour traduire au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les attentes des siens. Baptisée Nadjibie, Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ayant pris bonne note, a rassuré sa nouvelle famille quant à l'engagement du gouvernement pour le bien-être des familles ivoiriennes. Le gouvernement a pris plusieurs mesures. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, dont la deuxième phase couvre la période actuelle de 2022 à 2024. Doté d'un montant de 3
182,4 milliards de francs CFA. Cet ambitieux programme vise à lutter contre les fragilités et mieux booster la résilience des couches les plus vulnérables. Et pour accélérer l'autonomisation des femmes d'Anono, le Fonds Femmes et Développement du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met à la disposition des coopératives, des associations des femmes d'Anono un montant de 10 millions de francs CFA. Ajoutez à cela plusieurs dons remis à la communauté. Nasseneba Touré n'a pas manqué d'appeler les parents à plus de responsabilités pour maintenir les enfants dans le cocon familial. Franceville, un quartier précaire dans la commune de Yopougon, vient de bénéficier d'un raccordement à de l'eau potable. Le sous-quartier se voit aussi connecté au réseau électrique national. Ce sont au moins 1000 foyers qui bénéficient ainsi aujourd'hui de ces différentes commodités grâce au programme social du gouvernement. Frédéric Oulaï, à Boussanogo. Yopougon compte plus de 40 quartiers précaires non viabilisés. Bon nombre de ces quartiers ne disposent pas d'infrastructures de base dont l'eau potable et l'électricité. C'est le cas du quartier Franceville, qui bénéficie du programme social du gouvernement. En 2021, ce sont environ 2000 compteurs d'eau et d'électricité installés pour connecter au réseau électrique les ménages et l'adduction en eau potable grâce au conseil municipal de Yopougon. Ces populations bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au maire à travers une cérémonie d'hommage. Grâce à Dieu, aujourd'hui, sur le programme du chef d'État, effectivement, Franceville a bénéficié à ça, sur cette infrastructure. Parce que grâce au maire, ministre de l'État, de la commune de Yopougon, que Franceville a bénéficié. Parrain de cette cérémonie, le premier adjoint au maire représentant Gilbert Kafanakone a procédé à la mise sous tension de ces quartiers. Yopougon avance dans le développement. Nous avons de nouvelles routes, nous avons des infrastructures qui sont en train de se créer. Également aussi l'eau qui est un élément important, l'électricité sont des éléments de base, des infrastructures de base sont en train d'être, dont les populations sont en train d'être connectées à ces deux réseaux, l'eau potable et l'électricité. Donc le développement, c'est d'abord le social au niveau de la population. Les infrastructures viennent compléter cela. Le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon a assuré les populations quant à l'engagement du premier magistrat à œuvrer pour la viabilisation des quartiers précaires de la dite commune. On s'intéresse maintenant au magazine de la rédaction de RTI 1 qui recevait ce dimanche le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur Adama Diawara s'est prononcé sur la question des docteurs non recrutés dans son département. Je vous propose de suivre un extrait de son échange avec Hamza Diaby. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on doit intégrer automatiquement la fonction publique. De toute façon, la fonction publique, ce n'est pas possible. L'État de Côte d'Ivoire, surtout avec le président Ouattara, fait beaucoup. Il faudrait que nos docteurs sachent que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Et même si vous voulez être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas intégrer l'enseignement supérieur ou la recherche. Alors, donc, il y a d'autres possibilités d'emploi qui s'offrent à eux. D'ailleurs, chaque fois que je les ai rencontrés, je leur ai établi, je leur ai listé un certain nombre de possibilités d'emploi. D'abord, je leur ai dit, ils peuvent éventuellement passer le concours d'entrée à l'ENS, à l'École normale supérieure, et devenir des professeurs de lycée. Et à partir de là, comme ils sont docteurs après, ils peuvent devenir assistants ou attachés de recherche via glissement catégoriel. Il y a la possibilité d'intégrer la fonction publique, soit en passant le concours de l'ENA, soit un concours d'accès direct à la fonction publique. Et de là, s'ils veulent, ils peuvent toujours faire un glissement catégoriel pour revenir à l'enseignement supérieur ou à la recherche. Il y a la possibilité d'aller enseigner dans une grande école ou une université privée, et après aussi repasser le concours d'entrée dans les universités, soit recrutement nouveau, contrat ou que sais-je. Il y a aussi la possibilité d'être employé tout simplement dans une entreprise de la place, nationale ou internationale. Surtout qu'il y a certaines entreprises privées, je signale, qui ont des laboratoires de recherche tels que Nestlé. Et il y a aussi, c'est vrai, il y en a qui n'aiment pas qu'on le dise, mais je suis obligé de le dire parce que c'est une réalité, il y a aussi l'auto-emploi. Je vais soumettre à l'analyse du Conseil des ministres un décret portant sur la création des écoles doctorales. Alors nous allons quitter les formations doctorales classiques pour aller vers les écoles doctorales. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le libre cours à chaque université ou grande école publique, voire privée, de former autant de docteurs qu'ils veulent. Cette fois-ci, on fera des écoles doctorales et ces écoles doctorales auront 3 caractéristiques. La mutualisation des infrastructures, des équipements et du corps enseignant, pour plus de rationnel, on dira ça comme ça. Et deuxième caractéristique, c'est la pertinence. Faire en sorte que les thématiques de recherche qui sont développées dans les écoles doctorales
répondre à des besoins, des besoins en termes de développement du pays. Et troisième chose, c'est l'adéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif qui fera que, le nombre de doctorants qui entrent dans une école doctorale donnée sera fonction des possibilités d'absorption du marché de l'emploi. Quand je dis absorption du marché de l'emploi, c'est aussi bien fonction publique que secteur privé qu'auto-emploi. Parce qu'il faut savoir que justement, si on ne fait pas cela, on va se retrouver donc avec cette inadéquation terrible entre la formation et l'emploi au niveau quantitatif qui génère malheureusement deux problèmes qui sont connus, c'est le désajustement et le déclassement de nos diplômés. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 31 juillet. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche au 31 juillet 57 nouveaux cas de Covid-19 sur 936 échantillons prélevés, soit 6,1% de cas positifs, 84 guéris et 0 décès. À la date du 31 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 85 363 cas confirmés, dont 84 448 personnes guéries, 811 décès et 104 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 580 424. Le 30 juillet, 28 768 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 17 322 856 doses du 1er mars 2021 au 30 juillet 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Le Haut Conseil des entreprises de transport était samedi dans le sud-est de la Côte d'Ivoire à Assini. Il a procédé à l'installation de sa délégation locale. À l'occasion, les transporteurs de la ville touristique ont plaidé pour la réhabilitation des pistes rurales et la construction de nouvelles routes. Le compte-rendu de Lanciné, Bakayoko. Assini, station balnéaire située à 1 heure de route d'Abidjan, est très bien équipée avec ses multiples installations touristiques. Problème, Assini manque de routes, selon le nouveau délégué du Haut Conseil des transporteurs de la ville. Au niveau même de la voirie surtout, on a des villages voisins, vraiment que les routes ne sont pas praticables. Donc on souhaiterait que ces routes-là soient bitumées. Selon le directeur général du Haut Conseil qui a procédé à l'investiture du nouveau délégué, le transport conditionne la qualité, la compétitivité et la régularité de l'approvisionnement des produits alimentaires dans les marchés urbains. D'où la nécessité de s'organiser. Il faudrait nécessairement, même obligatoirement, que les opérateurs du secteur du transport routier de Côte d'Ivoire, et particulièrement d'Assini Mafia, s'inscrivent dans l'élan, dans cet élan donc, de développement que nous avons aujourd'hui. Cela passe nécessairement par le rassemblement de toutes les forces, par le rassemblement de tous les acteurs. En ce qui concerne la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, le plaidoyer va être fait au gouvernement. Si vous voulez aujourd'hui que nous puissions poser les vrais problèmes de développement de la voirie, les vrais problèmes de développement des infrastructures, nous devons avoir une voix qui porte pour que nous soyons écoutés. Et aujourd'hui, avec l'installation de la délégation d'Assini Mafia, nous osons croire véritablement que non seulement nous allons professionnaliser le secteur, mais nous allons porter les préoccupations des acteurs concernant les infrastructures, concernant le matériel roulant, concernant le renforcement des capacités pour que nous ayons un secteur véritablement professionnel. Assini est la 120e représentation du Haut Conseil des transporteurs à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan où il s'est tenu un atelier technique sur la mobilisation et la valorisation des compétences de la diaspora. Il a réuni plusieurs acteurs issus des ministères techniques du secteur privé et des organisations de la société civile. Il s'agit à terme pour l'État de Côte d'Ivoire de mobiliser davantage et encourager ses compétences à participer au développement du pays. Un commentaire d'Abou Sanogo. Cette rencontre de présentation du mécanisme d'appui à la création d'entreprises pour la diaspora ivoirienne se veut un levier important dans la dynamique impulsée par la politique du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le chef du gouvernement d'alors, son Excellence Feu Amadou Gon Coulibaly, a déclaré que la diaspora ivoirienne, constituée d'une communauté forte d'environ 1,2 million d'expatriés,
contribue à l'essor du pays par le partage de connaissances et la création d'entreprises à partir d'investissements. Doté d'une direction générale en charge de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora, le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora compte impliquer les Ivoiriens de l'extérieur dans la consolidation de la croissance nationale. La question qui se pose, c'est de savoir comment faciliter à cette diaspora ivoirienne la création d'entreprises, mais aussi comment favoriser, inciter davantage notre diaspora à participer au développement de la Côte d'Ivoire. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la diaspora ivoirienne compte environ 1 200 000 personnes. Elle génère chaque année près de 180 milliards de francs CFA de flux financiers et réalise environ 10 milliards de francs CFA d'investissement direct. Un mot de cinéma à présent. Après son relatif succès lors du Festival international de cinéma de Khouribga au Maroc, Philippe Lacotte est à Abidjan. Le réalisateur du film La Nuit des Rois a été reçu par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque a félicité le cinéaste pour son travail. Elle a aussi dévoilé son plan de développement pour le 7e art ivoirien. Un reportage d'Issa Kionayo. Le cinéaste Philippe Lacotte, honoré par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Après avoir rehaussé le 7e art ivoirien au Festival international du cinéma africain de Khouribga, au Maroc, en obtenant 2 prix, le prix du scénario et la mention d'honneur avec son film La Nuit des Rois. Absent en terre marocaine, cette distinction récupérée par la directrice de l'ONACSI, Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, lui a été remise par la ministre Françoise Remarque. Ce qui me touche le plus, c'est le prix collectif. C'est le prix pour tous les danseurs, pour tous les chanteurs de la série, du film. Le cinéma, l'audiovisuel sont des métiers qui sont promoteurs. La ministre de la Culture et de la Francophonie se félicite de la vivacité du cinéma ivoirien avec ses prix glanés au Maroc. Ce prix continue d'être reconnu et derrière ce prix on reconnaît aussi tous les métiers et c'est ce qui fait la particularité de cette reconnaissance, c'est que le film a remporté le prix du meilleur scénario et il a aussi remporté le prix de la meilleure chorégraphie. Et derrière ce prix on montre aussi le savoir-faire, le talent et ce qu'on ne voit pas toujours devant l'écran. Françoise Remarque est déterminée à mettre en place une économie de la culture conformément au PND, Plan national de développement 2021-2025. Le secteur de la culture a été identifié comme un secteur prioritaire et dans lequel nous devons effectivement travailler sur l'industrialisation, sur le regard économique de ce secteur. Aujourd'hui, c'est une réalité grâce aux talents, grâce aux opérateurs culturels qui existent, qui en général travaillent et font connaître la Côte d'Ivoire sans qu'on s'en rende compte. Donc nous, notre mission évidemment sera de les valoriser. La ministre de la Culture et de la Francophonie, par cette réception du réalisateur Philippe Lacotte, veut donner un cachet spécial à la méritocratie dans son département. Pour la réussite de la plus grande fête du football africain en terre ivoirienne, le COCAN sollicite l'engagement de la communauté estudiantine. Son président François Albert Amichia a rencontré à cet effet le ministre Adama Diawara. Il s'agit pour le comité d'organisation d'impliquer les étudiants dans l'animation des villages CAN durant toute la compétition. Plus de détails avec Sephora Zegui. Impliquer la communauté estudiantine dans l'organisation de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. C'est la raison de la visite de François Albert Amichia, président du COCAN, chez Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. François Albert Amichia sollicite la participation très active des étudiants pour la réussite de toutes les activités qui vont graviter autour de la CAN. Nous avons été bien reçus par M. le ministre l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui nous a ouvert des pistes que nous allons emprunter afin de sensibiliser, afin d'impliquer, afin de permettre à notre jeunesse de pouvoir jouer sa partition
dans l'organisation de la CAN 2024. Adama Diawara rassure ses hôtes quant à leur requête. La Côte d'Ivoire compte 273 866 étudiants et le ministre compte en mobiliser au moins 50 000 pour soutenir le comité d'organisation de la CAN 2023. Nos étudiants sont très portés sur la chose sportive, notamment sur le football. Donc j'ai aucune crainte à ce niveau. L'animation des villages CAN sur les campus se fera de la manière la plus efficace possible. Et ensuite, il y a la mobilisation dans les stades. C'est vrai que le petit frein auquel j'ai dû faire allusion, c'est la possibilité d'accès aux tickets. Bon, à ce niveau, comme le COCA nous a rassuré, je pense qu'une fois que les étudiants ont en possession les tickets d'entrée dans les stades, je suis persuadé qu'ils vont se mobiliser énormément pour remplir ces stades. À la CAN 2023, les étudiants vont assurer l'animation des villages CAN. Ils devront s'approprier des équipes à soutenir et surtout remplir les stades afin qu'aucune équipe ne joue devant des gradins vides. Et enfin, ils devront être le relais pour la mobilisation massive de la population. Un mot de religion à présent avec les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire qui se mobilisent pour soutenir l'action missionnaire. En plus d'adorer Dieu, ils ont organisé une collecte de fonds. La Baille entend également s'implanter en Sierra Leone, un pays qui a vécu des moments difficiles, un moment de prière suivi par Clément Boko. C'est dans la louange et l'adoration que les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire sont venus apporter leurs dons pour soutenir l'action missionnaire en Sierra Leone. Le pasteur Innocent Plao, président de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, Abidjan-Est, nous donne les raisons de cet événement. Les frères de ce pays-là ont été divisés, ont été meurtris et les séquelles sont très profondes. Et nous pensons que en ouvrant un champ missionnaire dans ce pays, frère, il sera question d'annoncer la bonne parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui peut réconcilier les vies. Pour les fidèles, soutenir cette action, c'est obéir aux recommandations du Christ. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et pour obéir, il faut bien qu'on se lève, il faut bien qu'on soutienne. Et nous qui ne pouvons pas aller sur le terrain, nous pouvons aller en soutenant l'organisation que l'Église a mise en place pour pouvoir obéir à cet ordre-là. Selon Luc, verset 2, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et nous avons voulu donc au travers de notre geste pouvoir apporter notre soutien financier, spirituel à cette œuvre-là afin que l'évangile puisse être propagé. Dr Kofi Konan Eugène, président de la région Abidjan-Est, revient sur l'importance de l'action missionnaire. Un individu ou un groupe d'individus se déplace pour aller dans une contrée étrangère pour apporter l'évangile de Jésus. En ce moment-là, on parle de mission. C'est ce que Jésus a dit. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc se lever pour accomplir cet objectif de Jésus, c'est faire de la mission. Ces fonds récoltés serviront pour l'achat de 3 terrains et la construction d'un tabernacle. C'était un commentaire de Jean-Marc Djadji. Décédé le 10 septembre 2021, la dépouille de l'ex-premier ministre Charles Konan Banny est arrivée sur la terre de ses ancêtres. À Morofé, ses parents biologiques, sa famille politique, ses amis et connaissances ont accueilli le corps sans vie de l'ancien président de la CDVR. Une ambiance lourde d'émotions, nous rapporte Kader Sogodogo. National A3 Yamoussoukro, Carrefour Morofé. Le corps sans vie de Charles Konan Banny vient d'arriver sur la terre de ses ancêtres. C'est avec les larmes aux yeux que nous voyons ce cortège funèbre arriver au village, transportant le corps de notre cher aîné. Mais la vie est ainsi faite. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, pour nous tous. Et vraiment, c'est un jour de tristesse. La dépouille est accueillie par le Clem-Clem, le tam-tam parleur qui, pour la circonstance, annonce la mauvaise nouvelle au village. Il va s'en suivre une longue procession. La voie principale de Morofé est transformée en boulevard du Deuil. Au domicile du défunt ex-premier ministre,
L'apparition du cercueil suscite des émotions. Qui lui était très proche, c'est pas évident. L'arrivée à Morofé de la dépouille de feu Charles Konabani marque la dernière grande articulation de la séparation définitive. Condoléances des régions, obsèques traditionnelles en seront les temps forts. Décédé le 10 septembre 2021 à Paris, la mise en terre se fera le lundi 1er août 2022 dans l'intimité familiale. Le tour de l'actualité internationale, c'est tout de suite et c'est une sélection d'Abou Sanogo. C'est parti. Un sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu lundi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les questions sécuritaires font l'objet d'une grande réflexion lors de ce sommet. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré a fait acte de repentance et présenté ses excuses au peuple burkinabé et plus particulièrement à la famille de Thomas Sankara mardi. Son retour provisoire en juillet dernier avait déjà suscité la surprise au pays des hommes intègres. 4 jours auront suffi au président français pour visiter tour à tour le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Cette tournée africaine d'Emmanuel Macron, effectuée du 25 au 28 juillet dernier, est la toute première visite depuis sa réélection en avril dernier. Les autorités locales affiliées aux Kurdes dans le nord de la Syrie ont annoncé jeudi avoir découvert une fosse commune avec au moins 29 corps dans la province d'Alep. Le charnier a été découvert lors des travaux effectués par la municipalité de cette ville. Dans le dossier dit des biens mal acquis, au moins 5 enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo, décédé en 2009, ont été mis en examen par la justice française. Ils sont poursuivis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux. Le bilan des intempéries qui frappent depuis plusieurs jours une grande partie des États-Unis a atteint 20 morts et les services météorologiques craignent de nouvelles destructions dues aux tornades et aux inondations. Au total, les intempéries pourraient concerner jusqu'à 21 États américains. Les Sénégalais se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. 165 sièges des députés sont en jeu. Les résultats de ces législatives seront déterminants. Ils permettront de savoir si le président Macky Sall sera candidat à l'élection présidentielle prévue en 2024 pour un 3e mandat. Il y avait au commentaire du 7 sur 7, Sidonie Davila. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre d'informations sur RTI. Bonsoir.